Grâce à mon fils qui gagne plus de 5000 $ par mois, tu peux profiter de cette vie luxueuse sans même lever le petit doigt. Être une femme au foyer doit être si facile pour toi. Tu devrais nous être reconnaissante. La voix de ma belle-mère résonnait à nouveau dans le salon. Peu importe combien j'essayais, elle ne reconnaissait jamais mes efforts. J'avais travaillé sans relâche pour être acceptée comme membre de cette famille, mais ces paroles me transpercèrent comme un couteau. J'avais l'impression que mes efforts étaient invisibles pour tout le monde. Le salon était rempli de parents qui discutaient et riaient, mais j'étais traitée comme si je n'existais pas, tandis que les remarques sarcastiques de ma belle-mère continuaient. Tu es une profiteuse, vivant complètement dépendante de ton mari qui travaille, comme un parasite, se moqua un parent. Ils répétèrent le mot en plaisantant, et les rires se firent plus forts alors que je servais le thé. Le son de leur rire me parvint aux oreilles et je sentis mon cœur se refroidir et se figer. Je jetai un coup d'œil à mon mari, qui esquissa un sourire en ajoutant sa propre remarque. Sans moi, tu ne survivrais pas une seule journée toute seule. Tu devrais me remercier pour tout ce que je fais pour toi. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. La colère et la tristesse que j'avais contenues éclatèrent soudainement dans ma poitrine. Je posai calmement le thé sur la table et regardai autour de moi, ma belle-mère, mon mari et les autres parents. Leurs visages étaient remplis de rire et de satisfaction arrogante. Je pris une grande inspiration, me donnai du courage et parlai d'une voix calme. Très bien. Si vous pensez aussi mal de moi, alors demandons le divorce. Avec ces mots, le rire dans la pièce s'arrêta net. Les parents me regardaient, choqués, et ma belle-mère se figea, les yeux écarquillés et sans voix. Un divorce? Tu penses pouvoir survivre toute seule? J'ouvris mon sac et posai calmement les papiers de divorce au centre de la table. L'atmosphère dans la pièce se figea instantanément. Je regardai mon futur ex-mari, maintenant calmement dans les yeux. Puis, je replongeai la main dans mon sac et en sortis quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. Je m'appelle Monica, j'ai 38 ans et je suis une femme au foyer. Je gère maintenant le ménage, mais j'ai travaillé à temps plein comme avocate. Mes parents sont décédés quand j'étais encore au lycée. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais compter uniquement sur ma propre force pour survivre. Je n'avais pas de famille sur laquelle m'appuyer, aucun refuge où je pouvais me reposer. Je n'avais d'autre choix que d'avancer. Après le lycée, j'ai utilisé l'argent que mes parents m'ont laissé pour m'inscrire à la faculté de droit. J'étais déterminée à obtenir mon diplôme en droit avant que l'argent ne s'épuise. L'échec n'était pas une option. Mon travail acharné a fini par payer et je suis devenue une avocate accomplie et perspicace. Mais il y a 10 ans, ma carrière a pris un tournant inattendu. J'ai été affectée à une affaire où je défendais Tom Harrison, un homme accusé à tort de détournement de fonds. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans sa défense, mais malheureusement, mes efforts n'ont pas porté leurs fruits. Cette affaire m'a forcée à affronter ma propre impuissance. Peu importe combien on essaie, il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas sauver. Je savais dans mon esprit que je ne pouvais pas gagner chaque affaire que je prenais, mais cette prise de conscience a été dévastatrice. Je me suis tourmentée en me demandant si je devais continuer ma carrière d'avocate. Finalement, j'ai pris la décision de démissionner. Avec le recul, cette décision a peut-être été celle qui a changé ma vie à jamais. Après cela, je me suis orientée vers un travail de bureau et j'ai commencé à mener une vie plus paisible. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Ryan, l'homme qui allait devenir mon mari. Ryan était sérieux et calme. Nous travaillions dans le même département et j'admirais son approche méticuleuse de son travail. Il semblait apprécier le travail de back-office dont j'étais responsable et exprimait constamment sa gratitude. Après un certain temps, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes finalement mariés. Pendant les premières années de notre mariage, je continuais à travailler, mais lorsque Ryan a été promu manager, les choses ont changé. Je vais maintenant travailler encore plus dur pour pouvoir nous offrir une vie confortable à tous les deux. Avec ma promotion, mon salaire seul devrait suffire, donc je veux que tu restes à la maison et que tu gères le ménage. Honnêtement, j'avais quelques réserves à l'idée de quitter mon travail, mais puisque Ryan le voulait, j'ai décidé de démissionner. En tant que femme au foyer, j'ai mis toute mon énergie dans les tâches ménagères. Je me concentrais sur la préparation de repas nutritifs, le ménage quotidien et le maintien de notre maison dans la perfection. À ce moment-là, je pense que Ryan appréciait mes efforts. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à changer. Au fur et à mesure que le travail de Ryan devenait plus occupé et qu'il perdait son calme, son attitude à mon égard est devenue plus froide. Au début, ce n'était que de petites remarques sarcastiques. Ça doit être bien d'être une femme au foyer, hein?
Juste à traîner toute la journée sans rien d'important à faire. Chaque fois qu'il disait ce genre de choses, je me révoltais intérieurement, bien que je restais silencieuse. Mais avec le temps, même répliquer me semblait épuisant, alors je laissais passer. Je pensais que je passais outre, mais chaque remarque laissait une plaie. Peu importe combien j'essayais en tant que femme au foyer, je n'avais pas l'impression que quelqu'un reconnaissait ma valeur. Cette pensée me hantait. Je me surprenais de plus en plus souvent à me demander, que fais-je ici ? Mes traumatismes passés avaient également commencé à peser sur moi, l'impuissance ressentie lors de l'affaire Harrison, la peur de m'ouvrir à qui que ce soit. Mais en même temps, une petite partie de moi aspirait à faire de nouveau confiance à quelqu'un. C'était comme si la peur et l'espoir se battaient constamment en moi. Pourtant, je ne parvenais pas à franchir le premier pas vers le changement, car j'avais l'impression d'être coincée dans un endroit sans issue. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Alors que je poursuivais mes journées en tant qu'épouse au foyer, la solitude en moi devenait de plus en plus profonde et accablante. L'une des principales raisons de ma solitude était ma belle-mère, Margaret, qui vivait à proximité. Pour être honnête, je n'avais jamais aimé Margaret. J'en avais vraiment assez de ces piques constantes depuis mon mariage avec Ryan. Margaret, qui vivait à quelques pâtés de maison, avait toujours été froide et dédaigneuse envers moi. Lorsque je suis allée me présenter pour la première fois, sa réponse avait été un simple « Ah, eh bien, enchantée » et rien de plus. À partir de ce moment-là, il semblait qu'elle me voyait comme une ennemie simplement parce que j'étais la femme de son fils. Depuis ce jour, Margaret semblait en faire sa mission quotidienne de me lancer des remarques sarcastiques. Ça doit être agréable d'être une femme au foyer. Tu vis confortablement grâce au travail acharné de mon fils. Ou bien, toujours en pyjama ? Les femmes au foyer sont vraiment chanceuses. Même lorsque je nettoyais, elles ne pouvaient s'empêcher de faire un commentaire. Tu dois vraiment nettoyer tous les jours ? Tu dois avoir trop de temps libre. Et si je cuisinais, elle avait encore plus de choses à dire. Oh, encore le même plat ? On dirait que tu te relâches. Tu as largement le temps de cuisiner une variété de repas. Au début, Ryan intervenait et lui disait d'arrêter. Maman, arrête de dire des choses comme ça. À cause de cela, Margaret s'abstenait de dire des choses trop dures. Mais au fil du temps, Ryan a commencé à prendre le parti de Margaret, et tout a changé. Monica, tu fais encore la sieste hier ? Ah, je suppose que c'est ce que font toutes les femmes au foyer puisqu'elles n'ont rien de mieux à faire. Ton tablier est sale. Tu fais au moins la lessive ? Si j'essayais de répondre, Margaret avait toujours quelque chose de mordant à dire en retour. Waouh, ça doit être tellement dur. Je suppose que les femmes au foyer doivent vraiment être stressées avec toutes les tâches qu'elles ont à faire. À cause de cela, j'ai cessé de répondre et j'ai simplement laissé ces paroles me traverser. Mais à chaque fois, la colère et l'humiliation bouillonnaient en moi. Pourquoi dois-je supporter ça ? Je savais qu'argumenter ne changerait rien, ce qui rendait ma frustration encore plus insupportable. Je commençais à me demander de plus en plus, que suis-je en train de faire ici ? Quelques fois par an, Margaret organisait des réunions de famille chez elle. Pour moi, ces réunions étaient un véritable cauchemar. Les autres traitaient Margaret comme une reine, la couvrant de flatteries incessantes. Margaret, tu es incroyable. Cette famille fonctionne si bien grâce à toi. Et naturellement, la cible de leurs moqueries, c'était toujours moi. Monica, on n'a plus de thé. Vite, va nous en chercher. Peux-tu commencer à apporter la prochaine série d'assiettes ? Sans un instant de répit, je faisais des allers-retours entre la cuisine et le salon, pour entendre à nouveau la voix de Margaret. Chérie, tu es une femme au foyer. C'est le minimum que tu puisses faire. Ces paroles suscitaient des rires chez les proches. Mon Dieu, tu es si lente, Monica. Combien de temps faut-il pour faire une simple théière ? Peut-être que tu es trop habituée à ne rien faire toute la journée à la maison. Peut-être qu'un peu de mouvement te ferait du bien. Ces paroles étaient impitoyables, comme si elles étaient faites uniquement pour me coincer. Les proches ne venaient pas à mon secours, au contraire, ils se joignaient à Margaret pour faire de moi un bouffon. Monica, tu es tellement maladroite. Peux-tu nettoyer cela pour moi ? Oh, Margaret, n'est-ce pas trop demandé ? Pauvre Monica. Pas du tout. Une femme au foyer devrait pouvoir gérer ça les yeux fermés. Chaque fois que leur rire me perçait les oreilles, chaque mot semblait être une aiguille enfoncée dans mon cœur, rendant insupportable le fait de rester dans cette pièce. J'avais l'impression de devenir invisible. Personne ne me voyait comme une personne.
Mon sentiment d'avoir une raison d'être là semblait se dissoudre entièrement. La solitude et le désespoir se resserraient autour de ma poitrine, me coupant le souffle. Que suis-je en train de faire dans cette maison? Ma présence ici a-t-elle une quelconque signification? La seule consolation que je trouvais était dans le frère cadet de Margaret, George. L'oncle de mon mari, George, veillait toujours sur moi. Il intervenait pour me défendre lorsque j'étais insultée et écoutait toujours mes préoccupations avec une véritable attention. Je lui avais parlé de ma carrière passée en tant qu'avocate. En fait, il avait été le président de la société impliquée dans l'affaire de détournement de fonds que j'avais traitée en dernier. Il avait assisté au procès et se souvenait de m'avoir vue en action. Avec lui, je trouvais facile de parler ouvertement et honnêtement. C'était la seule personne à qui je confiais mon intention de divorcer. Tu n'as pas à te forcer, tu sais. Ces paroles douces d'encouragement m'ont sauvée d'une manière que je ne pouvais pas vraiment exprimer. Silencieusement, j'ai commencé à me préparer au divorce. J'ai documenté les mauvaises actions de mon mari et rempli les papiers de divorce. Je portais les papiers signés avec moi comme un talisman d'espoir. Lors d'une conversation décontractée avec George, le sujet de mes économies de ma période en tant qu'avocate est venu. J'ai réussi à économiser pas mal à l'époque. Je voulais en faire un commentaire léger, mais je n'ai pas manqué la lueur soudaine dans les yeux de George. Bien que mal à l'aise, j'ai continué la conversation. Bien sûr, je ne dirai à personne où je garde mes carnets de compte. J'ai ri, et George a rapidement retrouvé son sourire habituel. Ce fut un moment fugace, mais quelque chose à ce sujet a laissé une sensation persistante dans ma poitrine. Ni mon mari, ni Margaret ne savaient rien de ma carrière d'avocate ou de mes économies. Je l'avais gardé secret pour éviter tout problème si quelqu'un décidait de cibler mes biens. Je croyais George digne de confiance et discret, pourtant chaque fois que je comptais sur sa gentillesse, une légère ombre de doute s'insinuait dans mon esprit. Cette ombre a pris une forme plus tangible quelques semaines plus tard. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert que mon appartement avait été fouillé. Les tiroirs avaient été ouverts et des papiers éparpillés partout. Qu'est-ce que c'est? Paniquée, j'ai cherché mes carnets de compte, mais ils étaient introuvables. Heureusement, j'avais un carnet avec moi pendant que j'étais dehors et il était resté en sécurité. J'ai immédiatement appelé la police et les ai fait examiner les lieux. Cela semble avoir été un vol ciblé. Je vous recommande de changer vos serrures et de prendre des précautions supplémentaires. J'ai suivi leurs conseils et changé les serrures, mais l'inquiétude persistait. J'ai décidé de consulter George. Quelqu'un est entré chez moi et il semble qu'il cherchait mes cartes bancaires. Je suis vraiment effrayée. C'est terrible. Changer les serrures est un bon début, mais je pourrais garder vos carnets de compte pour plus de sécurité si vous le souhaitez. Sa proposition a légèrement apaisé mon esprit, mais j'hésitais toujours à lui confier mes carnets. Dans ce cas, pourquoi ne pas déménager dans un endroit avec une meilleure sécurité? Cela vous donnera une tranquillité d'esprit. Sa suggestion avait du sens, alors j'ai décidé de déménager dans un complexe d'appartements hautement sécurisé. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a ébranlé les fondations de ma confiance en lui. Un soir, alors que je rentrais dans mon nouvel appartement, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu un homme debout à une courte distance, fixant intensément mon immeuble. Qui est-ce? Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais j'ai décidé de le suivre. L'homme était agité, jetant fréquemment des regards nerveux autour de lui. Finalement, il est entré dans un immeuble que je reconnaissais. C'était l'immeuble de bureau de George. Une sensation de déchirement a envahi ma poitrine. George me trahissait-il? Mon corps entier a tremblé alors que je parvenais à une conclusion que je ne voulais pas affronter. Déterminée à découvrir la vérité, j'ai résolu d'agir. J'ai essayé de contacter George, mais peu importe combien de fois j'ai appelé, il ne répondait pas. Au début, je me suis dit qu'il devait être occupé, mais à mesure que les jours passaient sans réponse, une inquiétude persistante a commencé à s'emparer de ma poitrine. Puis, un jour, une femme inconnue est venue à ma porte. Lorsque je l'ai vue à travers le moniteur vidéo, j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelqu'un que j'avais rencontré une seule fois, il y a des années. Lisa. C'était Lisa Harrison, la femme de Tom Harrison, l'accusée dans l'affaire de détournement de fonds que j'avais traitée. Je l'ai laissée entrer immédiatement, curieuse de savoir pourquoi elle était là après tout ce temps. Son visage montrait des signes de fatigue et de tension, mais ses yeux brillaient de détermination. « Cela fait longtemps, Monica, dit-elle, jetant un regard autour de la pièce avant de s'asseoir. « Y a-t-il un problème ?» demandai-je calmement, scrutant son expression. «
Elle prit une profonde inspiration et commença lentement à parler. J'ai enquêté sur cette affaire, croyant en l'innocence de mon mari tout ce temps. Ses paroles m'ont fait halter, sa voix portait le poids de nombreuses années, et j'ai découvert quelque chose d'important. Il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Sa voix ne tremblait pas, mais il y avait un sous-entendu de prudence. Son attitude fit trembler mes insides, des informations que je ne pouvais m'empêcher de demander, me préparant à ce qui allait suivre. Elle baissa brièvement les yeux avant de me regarder directement à nouveau. Ses yeux détenaient une intensité déterminée. Ce que je m'apprête à te dire est extrêmement important. Son ton calme amplifia la tension dans la pièce. À ce moment-là, mon cœur s'arrêta un instant. La peur de l'inconnu et un besoin urgent de connaître la vérité se heurtèrent en moi. S'il te plaît, vas-y. Je me suis préparée et ai parlé. Lisa prit une profonde inspiration et ouvrit la bouche pour parler. Le cerveau derrière l'affaire de détournement de fonds est Georges. Ces mots me frappèrent comme une vague déferlante, renversant mon monde. Je restai sans voix. Georges, ce n'est pas possible. Lisa continua calmement. Georges cible tes biens. C'était comme si tout le sang dans mon corps avait disparu. Non, ce n'est pas possible, murmurai-je. Mais le ton de Lisa ne vacilla pas. J'ai des preuves, écoute ceci. Lisa me tendit un petit enregistreur avec des mains tremblantes. Je le pris, puis appuyai sur lecture. Dès que j'entendis la voix provenant de l'enregistreur, mon cœur s'arrêta presque. J'ai joué avec Monica pour gagner sa confiance, les biens sont à moi maintenant, c'est le dernier acte. La voix froide résonna dans la pièce, me perçant comme un poignard. Quant à l'affaire de détournement, j'ai tout mis sur le dos de Tom, c'était le bouc émissaire parfait. Lorsque l'enregistrement se termina, mes mains tremblaient, et je posai l'appareil sur la table. Mes genoux fléchirent, et je m'effondrai au sol. Tout était un mensonge. C'était comme si tout ce en quoi j'avais cru s'effondrait en un instant. Le désespoir qui tourbillonnait dans mon cœur fit ressurgir mes traumatismes passés de manière vivante, mais au milieu de tout ça, je sentis une colère silencieuse commencer à éclore. Monica, ça va? Lisa posa doucement sa main sur mon épaule, parlant doucement. Oui, merci, mais je pense que j'ai besoin d'un peu de temps. Je pouvais entendre le tremblement dans ma propre voix, mais je ne pouvais rien dire de plus. Sa gentillesse était une bombe, mais en moi, une nouvelle détermination commença à se former. Je commençais à réfléchir à la manière de coincer Georges. Pour cela, j'avais besoin de plus de preuves. J'ai consulté la police, sécurisant leur aide pour suivre ses mouvements tout en menant ma propre enquête. En creusant plus profondément, des indices auparavant négligés commencèrent à apparaître. Il s'avéra que Georges avait été impliqué dans de nombreux différends passés, bien qu'ils aient été habilement dissimulés, une ombre de suspicion l'avait toujours suivi. Un problème particulièrement flagrant concernait plusieurs différends financiers non résolus. Avec ces informations, je contactai ses anciens collègues et associés. Georges, il parlait de manière fluide, mais il y avait toujours quelque chose de louche chez lui. En recueillant leurs témoignages, les actions cachées de Georges commencèrent à émerger. En même temps, je découvris les tactiques subtiles qu'il avait utilisées pour se rapprocher de moi. Bien que ces méthodes fussent astucieuses et calculées, elles renforçaient ma détermination. Enfin, je finalisai mon plan pour faire tomber Georges. Je l'ai convoqué dans des circonstances où il serait le moins susceptible de suspecter quoi que ce soit. La confrontation avec Georges fut organisée dans un café sécurisé, avec la police cachée à proximité. Lorsqu'il arriva, je masquai mes nerfs avec un comportement calme, réprimant la tension qui tourbillonnait à l'intérieur de moi. Et Monica, c'est à propos de quoi de m'avoir appelé comme ça? Georges, il y a quelque chose dont je dois te parler. Georges afficha un sourire amical, mais ses yeux trahirent un éclat calculateur, comme s'il essayait de deviner mes intentions. Ces derniers temps, beaucoup de choses se sont passées et honnêtement, ça m'a un peu effrayée. C'est dur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Ces mots semblaient gentils, mais je pouvais voir à travers le masque de ses intentions véritables. En fait, il semble que quelqu'un ait essayé de voler à nouveau mon carnet de banque, je ne sais plus quoi faire. À ces mots, je remarquai un éclat dans les yeux de Georges. Ça fait peur. Tu le gardes dans un endroit sécurisé? Oui, mais comme ce n'est pas la première fois, honnêtement, je ne me sens plus en sécurité. Dans ce cas, pourquoi ne le garderais-je pas pour toi? Je le mettrai dans un coffre approprié. À sa suggestion, je montrai délibérément une pointe d'hésitation. Ça m'aiderait, mais es-tu sûr que ce n'est pas un problème? Oh non, pas du tout, je pense que c'est le moins que je puisse faire.
À ce moment-là, j'étais certaine que le plan de Georges avait complètement émergé. Je sortis une boîte verrouillée de mon sac et la posai sur la table. C'est dedans. J'ai acheté une nouvelle boîte verrouillée pour cela. Lorsque le regard de Georges se tourna vers la boîte, je fis le signe. La police, qui attendait à proximité, entra immédiatement en scène. George Smith, il n'y a plus d'échappatoire pour toi maintenant. Le visage de George afficha une brève expression de choc avant de se tordre en colère. Toi. Tu m'as piégé. Il se jeta vers moi, mais les officiers le maîtrisèrent rapidement. Tu as accusé Tom du détournement de fonds, et tu as ciblé mes biens. Tout ça, c'était de ta faute, n'est-ce pas? Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Les gens te trahissent, mais l'argent ne trahit jamais. Ces cris brisés résonnèrent dans tout le café tandis que George était escorté par la police. Je pris une profonde inspiration. C'est enfin fini. Un sentiment de libération et un léger vide tourbillonnèrent dans ma poitrine. Plus tard, George fut jugé et avoua finalement ses crimes. Ses innombrables trahisons furent révélées, et le tribunal prononça une sentence sévère. Pour moi, cela marquait la fin d'un chapitre douloureux de ma vie. Quelques semaines plus tard, après l'arrestation de George, je me retrouvai à m'installer dans une nouvelle vie calme et paisible. Mon nouvel appartement offrait un salon lumineux et une vue splendide sur la ville depuis ses fenêtres. Je personnalisa l'espace avec une végétation luxuriante et des œuvres d'art qui reflétaient mon style. Boire un café près de la fenêtre, baigné par la lumière du matin, devint mon petit plaisir quotidien. C'était mon nouveau départ. Je repris le travail, ravivant la passion que j'avais autrefois pour ma carrière. À chaque fois que je franchissais la porte, je sentais ma force et ma confiance grandir. Monica, pourrais-tu aussi prendre en charge cette affaire? Nous apprécierions vraiment ton expertise. Bien sûr. Je donnerai tout. Je maintenais une amitié chaleureuse avec les Harrison et profitais parfois de repas en leur compagnie. Oh Monica, je ne saurais comment te remercier. Nous n'aurions pas été sauvés sans toi. Tu seras toujours une amie précieuse pour nous. Voir leur sourire me rassura que mes décisions avaient été les bonnes. Pendant ce temps, Ryan et Margaret suivaient des chemins très différents dans leur vie. Le scandale avait ruiné leur réputation dans la communauté, les laissant dans une situation difficile. Incapable de supporter les regards froids de ceux qui l'entouraient, Margaret déménagea dans une petite ville en banlieue. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Elle m'appela plusieurs fois pour s'excuser, mais je me contentais de l'écouter en silence. Margaret, tes excuses ne signifient plus rien pour moi à ce stade. Ryan aussi dut affronter ses propres lacunes à la suite de l'incident. Incapable de gérer les tâches ménagères, il luttait pour reconstruire sa vie et vivait en solitaire. Monica, est-ce qu'on peut recommencer? J'avais tort. Ryan, il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. Sa voix était empreinte de regret, mais je ne me retournai pas. En coupant les liens avec le passé, j'avais enfin appris à me valoriser. Je repris la peinture comme nouveau passe-temps et commençai même à exposer mes œuvres lors d'événements artistiques locaux. Monica, cette œuvre est absolument magnifique. Merci. J'ai pu créer cela parce que j'ai enfin commencé à apprécier mon temps. Rencontrer de nouveaux amis devint une autre partie précieuse de ma vie. Un matin, alors que la lumière du soleil passait à travers la fenêtre et que je sirotais mon café, une pensée me traversa l'esprit, le passé ne peut être changé, mais l'avenir m'appartient. Ces mots résonnèrent profondément en moi, me donnant le courage de faire le prochain pas en avant. Désormais, je vivrai pour mon propre bonheur. Peu importe les défis à venir, je savais que je ne faiblirais plus.